Merci d'être là aujourd'hui et d'avoir eu l'amabilité de répondre à mes questions pour tout simplement te faire connaître auprès du public. Tu es une personne très inspirante pour moi et je suis sûre et certaine que d'autres personnes ont besoin d'entendre un petit peu pour pouvoir être inspirées dans leur vie. La première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter à toutes ces personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître comme moi, voilà, te présenter en quelques mots. Oui, bien sûr. Merci Sonia pour ton invitation à m'exprimer sur cette interview. Merci pour les compliments. Je ne sais pas si je suis une personne inspirante, mais en tous les cas, je vais vous expliquer mon histoire. Alors moi, je m'appelle Benoît Zwierczewski, alias Benoît Z. Les journalistes m'ont baptisé comme ça car j'ai un nom compliqué à prononcer. Donc durant les courses, les journalistes en avaient tellement marre de prononcer mon nom qu'ils ont fini par m'appeler tout simplement Z. Et c'est resté mon identité, donc presque un nom de scène, je pourrais dire ainsi. Voilà, j'ai été coureur à pied pendant plein d'années. J'ai fait du sport de haut niveau pendant 20 ans. J'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. Et j'ai eu l'occasion de devenir pro dès l'âge de 17-18 ans, parce que j'ai signé un contrat chez une marque connue que je ne citerai pas, mais qui m'a permis de professionnaliser un peu mes activités. Et donc, du coup, courir à plein temps, si je peux dire ainsi. Parce que oui, l'athlétisme, aujourd'hui, on en vit. C'est pas un sport professionnel à proprement dit, mais on peut en vivre. Comment on arrive de sport de haut niveau à entrepreneur, justement? Quand j'ai commencé à faire ma reconversion, il a fallu réfléchir à mes compétences. Mes compétences sont clairement orientées vers le sport. Et donc, j'ai démarché le monde de l'entreprise pour proposer mes conseils en coaching. Et pourquoi pas comparer la performance sportive à la performance en entreprise. J'ai essuyé pas mal de revers sur les premières années, les 2 premières années, puisque j'ai dû me présenter sous un autre angle, non plus en tant que sportif de haut niveau, mais en tant que sportif en reconversion. Et ce ne fut pas une sinécure, parce qu'il est vrai que quand vous brillez et que vous êtes dans la lumière, c'est facile, mais quand vous êtes en phase de reconversion, les entreprises, pas forcément, alors pas toutes, bien évidemment, et je vais vous le dire dans quelques secondes, mais il y a eu au départ des entreprises très frileuses parce qu'elles avaient le sentiment que le sport étant terminé, il fallait que je fasse peut-être autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer le PDG d'une grosse entreprise qui s'appelle Direct Energy, là, je vais la citer, qui a été un mécène, puisqu'il est arrivé au moment où je commençais à me demander si j'allais continuer à essayer de mettre mes compétences de sportif en avant. Et j'ai eu l'occasion et le privilège de pouvoir conseiller les salariés de chez Direct Energy, de faire quelques conférences, on comparait la performance sportive et en entreprise, puis surtout pour accompagner ces salariés dans des compétitions, dans des courses, parce qu'il faut savoir que les courses sur route aujourd'hui, elles sont courues par bon nombre de coureurs, mais aussi elles font l'occasion. Et c'est l'occasion aussi pour des entreprises d'y faire du team building et d'inviter leurs salariés à pratiquer des compétitions et de rentrer dans le dépassement de soi. Donc Direct Energy a vraiment joué le jeu et on a pu courir la première course, si mes souvenirs. Moi, c'était le semi de Nice et on s'est déplacé à une 50aine de personnes, ce qui n'était pas rien. Alors j'ai une petite anecdote à ce sujet, c'est que sur notre première sortie, le cadeau pour moi, parce que j'ai pris ça comme un cadeau, était tellement grand que j'ai souhaité inviter tous ces salariés qui étaient déplacés de Paris à Nice au restaurant. J'ai tremblé en mettant la carte bleue. C'était une belle petite note. Et en fait, à la sortie de cette invitation, le PDG m'a dit « Mais pourquoi tu nous as invités ?» Je dis « Parce que il faut savoir, ce que tu m'as fait, ça a été un vrai cadeau et j'ai voulu rendre. Donc c'était un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous et de montrer aussi aux salariés que je ne suis pas là que pour prendre, mais aussi pour donner. Et puis cette aventure, elle a continué pendant 8 ans. Donc je pense qu'en face de moi, j'ai eu quelqu'un de bienveillant et qui comprenait que j'avais aussi besoin d'être aidé parce que cette phase de reconversion n'était pas forcément facile. Donc c'était pas un one-shot, ça s'est instauré dans le temps. Et puis grâce à lui, j'ai pu rencontrer bon nombre d'entrepreneurs, d'autres boîtes et continuer à évoluer doucement mais sûrement. Après, pour devenir entrepreneur, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai rencontré Jean-Luc, donc il nous a ouvert la porte parce qu'il voulait vraiment participer à l'interview, tout le monde l'a compris ici. Et Jean-Luc, en fait, m'a montré quand... Jean-Luc, est-ce que tu peux présenter pour ceux qui connaissent pas sûr, pardon. C'est vrai qu'on a tellement parlé entre nous tout à l'heure que j'ai cru que j'étais déjà en interview. Jean-Luc Guerre, podologue de l'Olympique de Marseille.
personnage atypique à mes yeux. Mais de toute façon, pour se lancer sur un projet tel que WizWedge, il faut l'être quelque peu. Donc c'est un grand professionnel de la santé, puisque ça fait 17 ans qu'il fait des orthèses pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est un génie de l'orthèse. Je le dis comme ça parce que si je l'avais rencontré à l'époque où je faisais du sport de haut niveau, je pense que je me serais carrément moins blessé. Donc j'ai pu assister et comprendre son travail. Et j'ai pu surtout insister à cette envie de, au-delà de son travail, mettre à disposition ses compétences auprès du plus grand nombre. Donc il a créé la marque WizWedge, donc qui est un produit axé principalement sur le sport santé. Mais comme tu le disais intelligemment aussi, c'est aussi permettre au plus grand nombre de pouvoir mettre des produits qui ne sont pas essentiellement adaptés aux professionnels, mais aussi à tout le monde. Donc Jean-Luc m'a présenté ses produits il y a quelques années, il m'a expliqué que à côté de ses compétences de podologue, il avait aussi envie de développer d'autres choses et lancer cette marque. Donc très naturellement, on s'est rapprochés l'un et l'autre et moi j'ai adapté son concept foot sur lequel il y a 4 brevets aujourd'hui. C'est un concept qui a fait ses preuves puisque ça a été élu le produit le plus sécuritaire du marché dans le milieu footballistique. Et aujourd'hui, on fait notre chemin ensemble et on développe la partie foot et running en commun. Et donc, à ses côtés, j'ai pris confiance et je me suis tout doucement dit que moi aussi, je pouvais développer des choses en parallèle de mes compétences. Et c'est comme ça qu'est né, par exemple, le BZ Team, le club associatif où on développe des offres de services adaptées aux coureurs loisirs. Le Bizen, donc la salle de coaching qui est adaptée je dirais, aux personnes qui souhaitent s'entraîner différemment que dans les salles de sport, j'allais dire aux groupes qui sont ouvertes au grand public. Les bornes kilométriques, aujourd'hui on essaie d'offrir là aussi et d'adapter des offres de services adaptés aux coureurs loisirs en instaurant du matériel à l'intérieur des villes et rendre la course à pied plus ludique, donc en y plaçant du mobilier urbain. Donc tout ça c'est long et fastidieux, tout ça n'est pas encore vraiment bien mis au grand jour, mais Jean-Luc a de l'avancée sur WizWedge parce qu'on y consacre, je pense, un peu plus de temps, parce que c'est quelque chose qui nous prend beaucoup de temps, mais à côté de ça, moi aussi en parallèle, mais c'est tellement intimement lié avec WizWedge que on essaye de développer ça doucement mais sûrement. Beaucoup de choses vont se passer sur l'année qui vient, parce que les moyens vont être enfin mis sur ces projets, et j'espère que tout ça va marcher, parce qu'on n'est jamais, comme j'allais dire, en comparaison avec le sport de niveau, quand tu t'entraînes pendant des mois ou des années pour atteindre des objectifs, c'est le jour J où tu lances les dés, j'allais dire, et tu vois le résultat. C'est ça. Donc, tu nous dis que tu es sportif de haut niveau, hein, on l'entend tous, un peu modeste, puisque tu ne nous dis pas que quand même tu as détenu le record du monde de marathon pendant 20 ans. Le record du monde, tu es vraiment gentil, Sonia. Alors c'est tellement que tu me mets sur un piédestal que tu vois un record. Moi, je suis recordman d'Europe. Mais c'est pas mal, le record d'Europe, c'est presque un record du monde, parce qu'à l'époque, j'étais à moins d'1 minute, en effet. J'étais pas très loin, je courais le marathon 2h06-36 en 2003. J'ai établi un record d'Europe. Et j'étais à moins d'1 minute du record du monde, donc quasiment 1 seconde au kilomètre du record du monde. Depuis lors, le record du monde a pris la poudre d'escampette sur le record d'Europe actuel. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais sur le toit du monde. J'étais quasiment au même niveau que les meilleurs mondiaux. Ouais. Donc on comprend pourquoi tu étais aussi sponsorisé à ce moment-là. Mais tu l'as gardé 20 ans, ce titre, d'accord? Tu l'as perdu cette année. Et voilà, qu'est-ce que ça fait justement d'avoir un titre pendant 20 ans et de se dire oh, « je ne l'ai plus, ce titre ». Alors, le record d'Europe, j'ai tenu pendant 17 ans. Il a été battu par Mo Farah, médaillé olympique, enfin une vraie figure dans le milieu de l'athlétisme. Je ne m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps quand j'ai établi ce record en 2003. Donc je gagne le marathon de Paris en 2002, je suis le dernier Français à l'avoir remporté. Et en 2003, j'établis cette première performance européenne. Je légalise, pour être exact, et je fais deuxième du marathon de Paris. Ce jour-là, je me suis dit, bon, les records sont faits pour être battus, ça tiendra quelques années. Et comme tout record, comme moi j'ai pu le faire, sera à un moment donné égalé ou battu. Donc j'ai été très surpris de voir que ça dure aussi longtemps. Effectivement, mon record de France a été battu cette année, après 20 années. Là aussi, c'était une surprise. Alors ça en était un peu moins, parce que j'ai accompagné de loin Mourad Amdouni qui va venir battre ce record. Il faut savoir que les choses elles ont évolué, les choses sont faites pour être transmises. Je pense que transmettre c'est important.
Il faut savoir reconnaître le talent de chacun. Mourad est vraiment un athlète extrêmement talentueux. Il a été champion d'Europe. On parlait de Mo Farah tout à l'heure, mais pour moi, c'est vraiment toujours un honneur d'avoir un record qui est battu par une personne qui est connue et reconnue pour ses performances. Mo Farah, champion olympique. Mourad Amdouni, champion d'Europe du 10 000 mètres. C'est un athlète que j'aime beaucoup, qui est particulier dans l'approche, mais qui a beaucoup, quand on le connaît bien, beaucoup d'humilité dans son travail. Il avait clairement les capacités d'aller battre mon record et me permettre de participer un tant soit peu à cette construction, c'était une bonne chose. Donc, une condition qu'on avait évoquée ensemble, c'était de courir le marathon de Paris, parce que le marathon de Paris a changé ma vie. Et donc, il a donc décidé de courir ce marathon. Et j'ai eu l'honneur et le privilège de le commenter, aux côtés de Stéphane Diagana sur France 3. Et donc d'assister à nouveau à ce que j'ai pu vivre, moi, il y a 20 ans, derrière le petit écran. Et donc me positionner sur la ligne d'arrivée et de revivre comme un retour vers le futur, je vais parler ainsi, cet événement, en revoyant toutes ces mêmes scènes que j'avais vécues 20 ans auparavant. Donc, la scandeur des gens, les applaudissements, les félicitations, la médaille autour du cou, les interviews. Et regarder Mourad vivre ce moment, c'était vraiment un cadeau aussi, parce que j'aurais pas pu le vivre, j'aurais même pas imaginé que 20 ans plus tard, je vivrais à nouveau cet instant. Donc c'était quelque chose qu'on a partagé et j'en suis vraiment heureux. La transmission, elle s'est faite naturellement. Et on le vit bien. Alors c'est vrai que sur le coup, tu prends un coup sur la tête, parce que pas tout de suite, mais après, tu dis ah, c'est une grosse page qui va se tourner, qui s'est tournée. Donc il va falloir communiquer différemment maintenant. Je suis plus recordman de France, mais c'est pas grave. Les records sont faits pour être battus encore une fois. Et on a pu continuer à partager ça ensemble dans les mois qui ont suivi, parce que j'ai répondu à des interviews comme aujourd'hui. Lui, il en parle toujours avec, encore une fois, beaucoup de bienveillance quand il parle de ce record. Et il est très respectueux de la performance que j'ai pu faire il y a 20 ans. Ça, je le dis en off, parce que ce qui se reflète des fois dans les interviews, c'est pas forcément ce qui se reflète dans le privé. Et quand on parle ensemble, il est très, très respectueux de ma performance que j'ai faite il y a 20 ans. Et il en parle toujours avec beaucoup de respect, donc ça c'est cool. Il prépare les Jeux et je pense qu'il a fort à faire sur ces Jeux Olympiques et je serai un de ses premiers supporters. Je suppose que voilà, tu vas continuer à suivre ton petit filleul. Depuis que je te connais, depuis quelques années qu'on se connaît maintenant, je t'ai toujours connu passionné, hein, vraiment, quand tu parles. Et je pense que dans la communication aujourd'hui, ça se ressent bien, ce côté passionné, passionnant. Tu vis aujourd'hui de ta passion, tu l'expliquais tout à l'heure. Ça a été laborieux au départ, mais voilà, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, hein, comme toi, comme moi, qui ont envie de vivre de leur passion, qui ont des difficultés forcément, mais qui n'arrivent pas à passer ces difficultés. Est-ce que pour toi c'est facile? Est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est facile pour toi de vivre de ta passion? Parce que certaines personnes ont besoin d'entendre aussi la réalité. Non, rien n'est facile dans aucun domaine. Déjà, jeune, quand on se met à vouloir faire de la course à pied, il faut se donner les moyens. Donc il y a une histoire de rencontre, parce que c'est vu durant cette interview, tout ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est des histoires de rencontres, que ce soit Mourad, dont je parlais à l'instant, Jean-Luc, ou Direct Énergie, Xavier Caïtu-Colli pour ne pas le citer. Donc ces histoires de rencontres, à chaque fois, il faut aller les chercher, ces rencontres. Quand on va chercher des rencontres, on fait de bonnes, et des fois, et souvent même, je dirais de mauvaises rencontres. Et moi j'ai compris que de toute façon, le temps passant, les choses se remettent toujours à leur place, et on a ce qu'on mérite. Donc les choix, il faut les faire au bon moment. Et des fois, on peut se tromper, hein, ça arrive, c'est comme tout. Mais c'est sûr qu'il n'y a rien de facile. Moi, je fais partie des gens qui sont très obstinés. C'est le marathon qui m'a éduqué à ça. Et je sais qu'avec le temps, si on s'obstine, on obtient toujours du résultat, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que c'est ça qui te motive justement? Est-ce que c'est ça qui te fait ne pas abandonner? Est-ce que c'est un moteur pour toi, cette vision? Oui, clairement. Voilà. Moi, on parlait tout à l'heure de blessure. J'ai compris que la blessure fait partie du parcours et que la blessure t'amène vers de la réussite.
Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt. Je me suis blessé très jeune et j'ai eu des satisfactions derrière. Donc ça m'a amené vers autre chose, mais à la fin, il y a toujours de la satisfaction, quelle qu'elle soit. Donc oui, rien n'est facile, mais il ne faut rien lâcher. Dans le milieu entrepreneur, comme dans le milieu sportif, je suppose, on dit toujours il faut avoir un bon coach et un bon entourage pour réussir. Est-ce que tu es d'accord justement avec ça? Ouais, alors ça, c'est la base. Parce que je disais qu'il y a une histoire de rencontre, mais il y a aussi les personnes qui t'entourent. Aujourd'hui, il y a eu, durant mon parcours, je disais des bonnes et de mauvaises rencontres. Donc la capacité de faire les bons choix au bon moment, c'est essentiel. C'est pas toujours facile, parce que des fois il faut trancher, il faut savoir arrêter certaines aventures. J'ai dû à un moment donné, par exemple, arrêter une aventure avec un coach qui m'était cher à mon cœur, mais c'était nécessaire pour continuer à avancer, parce que ni pour lui ni pour moi, c'était utile de continuer à l'aventure. Donc ça, j'ai compris très jeune aussi. Mais le temps fait que de toute façon, on se retrouve. Donc par exemple, aujourd'hui, Joseph Mahmoud, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on n'a pas toujours eu des moments faciles, mais on est toujours là, bien présent, et on se voit de temps en temps, et on partage encore des aventures ensemble. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, Si, mais c'est sûr que ça, c'est comme ça, il faut l'accepter. C'est la vie. Ensuite, je suppose que dans ton parcours, tu parlais de blessures justement, tu as dû vivre des challenges justement très douloureux. Comment tu as fait pour les dépasser? Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour dépasser tes challenges? Alors, mon sens de l'analyse, il a toujours été le même. Parce que ça aussi, je le disais tout à l'heure, finalement, quand tu fais face à la blessure, tu comprends que tout a une cause à effet, oui, et que ça va t'amener vers quelque chose d'extrêmement positif à la fin si tu arrives à transformer les choses. C'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est exactement la même chose. Donc je me suis toujours conditionné à ça dans une situation négative en me disant c'est pas grave. Au contraire, c'est super ce qui se passe parce que ça m'oblige à partir vers d'autres orientations et donc de faire de nouveaux choix. Donc faut avoir la capacité encore une fois d'adaptation et de faire en sorte que il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Le hasard n'existe pas. C'est une continuité de choix et d'effets secondaires à des décisions. Donc voilà, moi je ris dans les pires moments en fait. Ça m'amuse de voir que les choses ne fonctionnent pas toujours comme elles devraient, mais c'est que du bonheur, aucun problème. J'adore. C'est une phrase que je dis souvent et que je répète souvent dans le fait de la vie n'est pas forcément comme tu l'aurais imaginé, mais elle est parfaitement parfaite. Exactement. Voilà. Bien, ça, Sonia, j'adore. J'adore. Tu me l'enverras par là. J'ai du mal à enregistrer. Il me faut plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête. Tu réécouteras. Ah ben, je réécouterai. Attends. Donc, là, une question. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec des rituels. Alors, voilà, le matin quand je me lève, le soir quand je me couche. Est-ce que toi, justement, tu as des rituels? Est-ce que, y a des choses que tu fais de façon automatique tous les jours? Quand je faisais du sport de haut niveau, oui. J'avais des automatismes parce que, clairement, il y a une ligne de conduite parce qu'on répète sans cesse les mêmes choses, du kilométrage au quotidien, donc des bornes. Donc, chausser ses baskets, avoir les outils... qui soient les bonnes chaussures, pas se blesser et trouver les. Enfin voilà, donc il y avait beaucoup de rituels. Aujourd'hui, j'ai un mode de fonctionnement qui est différent parce que mes activités sont nombreuses et chaque forme de travail impose j'allais dire presque des rituels différents. Donc, mais tout ça, ça se fait de façon très naturelle au quotidien. Après, moi j'ai un truc dans mon quotidien qui est important pour moi. Je suis assez maniaque. Ne me demande pas pourquoi, mais chez moi, on peut manger par terre. Donc, dès que ça commence à être parti, ça part un peu, il y a un mal-être et j'ai besoin de... Ça, c'est mon rituel. Donc, je vais partir sur un ménage drastique de haut en bas chez moi et du coup, je me lève et je repars sur de bonnes bases. On peut appeler ça un rituel? On peut appeler ça un rituel. Et souvent, en plus dans le système inconscient, on a besoin de faire du nettoyage à l'intérieur, dans son intérieur, on dit toujours, donc la maison, pour pouvoir faire aussi un nettoyage à l'intérieur de soi. Et peut-être que tu remarqueras que quand tu as besoin de faire le grand ménage, c'est peut-être des moments où toi, à l'intérieur,
Mais bien sûr, bien sûr. En tout cas, tu remarqueras, mais je pense qu'il y a un lien de cause à effet là-dedans, en tout cas. Comme tu disais, il n'y a pas de hasard. Donc, aujourd'hui, on a tous des croyances limitantes, des croyances constructives. Est-ce que tu pourrais, justement, partager tes croyances limitantes à certaines croyances que tu as pu changer aussi en croyances constructives? Ben, on en parlait tout à l'heure. Donc, les croyances limitantes, il y en a eu très jeune. Est-ce que je vais être capable de faire du sport de haut niveau? Est-ce qu'on peut vivre de la course à pied? Est-ce que je suis capable de courir et de battre des gens en course à pied? Est-ce que je suis suffisamment talentueux Et petit à petit, j'ai compris que grâce au sport de haut niveau, il ne faut jamais se fixer de limites. Tout est possible. À partir du moment où on veut vraiment... je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai envie de devenir, alors, pas un grand chef, mais j'ai envie de cuisiner, de faire de bons plats. À partir du moment où je me mets au travail, il n'y a pas de limite. Il ne faut pas s'en fixer en fait dans rien. Donc des croyances limitantes, j'en avais jeune parce qu'on a des doutes. Mais très rapidement, le sport de haut niveau m'a éduqué à autre chose. En me disant qu'il ne faut pas se fixer de limites. Le dépassement de soi, en fait, permet de tout réussir. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas devenir un grand chef, parce qu'il y a le talent et le don qui va peut-être avec. Pour certains, je dis toujours, entre le talent et le don, il y a encore une catégorie supérieure. C'est ceux qui ont un cadeau du ciel et qui ont un don. Mais on peut, en force de travailler dur, se rapprocher de gens très talentueux. Donc, il ne faut jamais se fixer de limites. Et, donc, voilà, ces parties-là, je les ai vite mises de côté. Les limites, on va dire ça comme ça. En tout cas, tu as su transformer ou transcender une croyance limitante de est-ce que je suis capable en croyance constructive, eh bien, je fais. Et en faisant, je vois que c'est possible. Tout à fait. Voilà, et en travaillant. Souvent. J'aurais pas dit mieux, Sonia. Voilà. Je peux pas répéter, mais j'aurais dit ça si je pouvais le dire. J'essaye de reformuler, hein, mais j'ai la même vision que toi, j'ai la même croyance que toi, hein, que parfois on se limite parce que, moi je dis toujours, tout est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Voilà. Toutes ces phrases, mais faut que je regarde l'interview après. Faut que je la regarde absolument. Nouveau fan, j'adore. Là, ce que je voudrais te demander, c'est as-tu des mentors? Tu disais tout à l'heure que tu as commencé à l'âge de 11 ans, d'accord? Est-ce que tu avais des mentors justement pour te pousser, pour te faire te lever le matin, pour aller courir? Parce que voilà, je pense qu'il faut des moteurs pour ça. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi, tu avais des mentors? Ou est-ce que tu as toujours des mentors d'ailleurs? J'ai mis du temps à le comprendre, mais oui, bien sûr. Souvent, je disais dans des interviews passées, ouais, non, j'ai jamais idolâtré personne, vraiment. J'avais pas d'affiche dans ma chambre de sportifs connus de l'époque. Bien évidemment, il y a des athlètes auxquels je m'identifie un peu plus, que je prenais comme exemple, les athlètes marocains notamment, parce que dans ma discipline, l'Afrique prédomine. Donc le Kenya, l'Éthiopie, le Maroc. Et c'est vrai que les athlètes marocains, je m'identifie. Et chercher dans ces athlètes un athlète qui physiquement me ressemblait. J'en ai un que j'ai en tête comme ça, qui s'appelait Brahim, qui s'appelle toujours Brahim Lalafi, qui était un athlète très, très costaud, comme moi j'étais assez massif. Mais je ne mettais pas vraiment ça en avant. Par contre, j'ai mis du temps à comprendre, mais un jour, ça m'est paru évident. Et surtout quand tu t'arrêtes, parce que pendant les années, tu enchaînes, et que tu reviens sur ton passé, que tu fais un petit bilan. Mon père, en fait, tout simplement, qui a une maladie neuromusculaire, une maladie de Charcot, mais la moins dégénérative, qui se levait tous les matins pour travailler. Donc, c'est quelqu'un, 7 jours sur 7, qui travaillait. Donc, on était commerçants. C'est quelqu'un qui venait quand il ouvrait la boutique à 10h, qui était là à 9h, 8h30, 9h, pour nettoyer le trottoir, nettoyer les vitres, mais quotidiennement, même si la vitre était propre. Il faisait ce qu'il fallait. C'était un rituel, dont tu parlais tout à l'heure. Et ça, c'était au quotidien. Du coup, ça t'emmène dans une dynamique, forcément, puisqu'à côté de ça, il faisait du sport pour s'entretenir. C'est des dégénérescences physiques. Donc, clairement, moi, j'étais conditionné à ça, en fait. Mais je ne m'en rendais pas compte. Donc, c'était mon exemple, mais c'est l'éducation, en fait. Et donc, j'ai compris ça assez tardivement. Et je dois beaucoup, en fait, parce que je dis souvent, tu traînes avec un fainéant, tu finis par devenir fainéant. C'est l'entourage. L'entourage, exactement. Donc là, je ne traînais pas avec un fainéant, c'était plutôt quelqu'un d'extrêmement travailleur. Que ce soit dans le domaine sportif ou professionnel. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus, justement. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Donc, et dans le temps, ça s'adapte.
tu vois, aussi avec le temps. On continue à évoluer avec ces gens-là. Exactement, exactement. Et plus tu évolues, plus tu aussi changes ton cercle. Soit il te suit le cercle, Tout à fait, c'est ça, au même c'est niveau vrai. que toi, C'est vrai. soit tu passes des steps, et donc là, il faut changer aussi les personnes avec qui tu es. Donc tu as ton père comme mentor, et tu l'as toujours aujourd'hui comme mentor. Alors ouais, toujours, mais il y en a un qui le remplace, c'est mon frère, Simon, qui prend le pas sur lui, parce que mon père est à la retraite, mais qui dans le même état d'esprit, fonctionne comme mon père fonctionnait. Il bosse énormément, il fait du sport à côté, il ne se laisse pas aller. C'est un très bel exemple, Simon. Calme, posé comme l'était mon père. Une belle personne. Tu devrais l'interviewer un jour, tiens. Tu serais étonné. Tu te reconnais pas dedans? Mais moi, je te reconnais beaucoup dans ce que tu viens de dire de ton frère et de ton père quand même. Hein. D'accord, Donc, peut-être, je sais pas. Laurie connaît un peu Simon, elle pourrait peut-être t'en parler aussi. En tout cas, la manière dont tu le décris, tu me décris toi, c'est pareil. Hein. D'accord. Bon, ben moi, de l'extérieur, je peux te mettre les mêmes Ah, mais la classe, alors c'est la classe, Simon, c'est la classe. C'est la classe à Vegas. Ok. Donc, comme tout entrepreneur ambitieux, tu as forcément une vision de l'avenir, tu as forcément une ambition future. Est-ce que tu pourrais nous la partager? Qu'est-ce que tu as? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pas mal d'années que je travaille sur différents projets que je viens d'évoquer. Maintenant, il va falloir transformer l'essai. Donc, l'année prochaine va être une transition. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se mettre en place. On va se donner les moyens de réussir. Donc, ça, c'est cool. Comme une compétition pour laquelle je m'entraîne depuis quelques années, on sera fixé dans l'année qui vient sur la réussite de ces projets ou pas. Donc, en tout cas, on a fait et on fait ce qu'il faut aujourd'hui pour que ça marche. Il y a ces dernières semaines, beaucoup de choses se sont accélérées. Je pense qu'on va se revoir très vite parce que il y a des trucs très sympas qui se mettent en place et je pense qu'on va bien rigoler. Ça va être vraiment cool, vraiment. J'en dis pas plus parce que l'histoire veut que j'ai toujours. C'est comme le sportif qui dit j'arrive au championnat d'Europe, je vais tout fracasser. Moi, je suis plutôt dans le côté c'est un peu limitant, tiens, de ce côté-là. Ouais, voilà. Et je préfère pas trop en parler et me dire que ça va fonctionner, mais prendre un peu de réserve quand même. En tous les cas, il y a une équipe autour qui se mobilise bien ces derniers temps, et ça, c'est cool aussi. Donc, WizWedge, bien évidemment, fait partie de ce projet. Et là aussi, c'est une transition. WizWedge, on y travaille depuis quelques semaines aussi, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Et Jean-Luc pourra mieux en parler que moi, si tu l'interviews un de ces quatre. Entre Laurie, Simon, Jean-Luc, t'en as déjà interviewé, dis donc. Moi, j'aime bien. On va faire l'année avec autour de Benoît. Hein. Moi, ce que j'aime dans ton concept, c'est la chaussure professionnelle à adapter à tous et vraiment la possibilité de donner aux personnes la possibilité, eux aussi, d'avoir accès à des chaussures professionnelles à des tarifs, franchement, ils ne sont pas non plus... 180 € la chaussure, franchement, c'est accessible, quoi. Les iPhones, ils coûtent beaucoup plus cher que ça. Sauf que là, c'est vraiment des chaussures qui permettent aux personnes d'avoir la qualité d'un professionnel et de ne pas se blesser, ou en tout cas moins se blesser. Hein, je pense que tout le monde peut se blesser un jour, mais en tout cas, avec ces chaussures, avoir la possibilité de ne pas se blesser ou d'être en meilleure santé physique, parce qu'on sait très bien, et ça a été prouvé, hein, que la chaussure, selon le talon de la chaussure, ta colonne vertébrale peut avoir un impact positif ou négatif selon la chaussure. Donc voilà, je sais que j'en parle beaucoup, mais... Je suis sur le cul. Mais c'est exactement ça, en fait, ce produit, il a fait ses preuves, et Jean-Luc en parlera beaucoup mieux que moi, mais... sur la chaîne posturale, en fait, aujourd'hui, tu as des effets très positifs. Et toute la structure de la chaussure est vraiment faite pour avoir un positionnement idéal, que ce soit au niveau de la biomécanique du pied ou sur la posture. Donc, on est vraiment sur un produit aujourd'hui qui a fait ses preuves. On a encore du chemin à faire pour trouver une place au milieu des grandes marques, mais clairement, il y a tout pour... on parlait avec le commercial de chez nous et il disait il y a une belle recette, on a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients. Maintenant, il faut mettre tout ça en place pour que ça fonctionne. Donc, le produit, il est top. Je le recommande vivement, bien évidemment. J'ai eu l'occasion de faire les tests avec
les premiers prototypes, parce que j'avais des soucis de cheville, on pourra en parler plus longuement, mais je ne vais pas faire un monologue aujourd'hui là-dessus, mais c'est clair que très clairement, dès mes premiers tests, j'ai senti qu'il y avait un plus qu'aucune autre chaussure m'avait apporté. Donc j'ai été convaincu, rien qu'avec ces premiers tests, et depuis lors, on avance avec Jean-Luc et toute l'équipe de chez WizWedge pour rendre ce projet viable et surtout une réussite dans le temps. Je vous invite à venir tester les produits WizWedge. Après, alors, moi je sais que dans ma communauté, j'ai beaucoup de personnes, dans Marseille bien évidemment, mais aussi dans le monde entier. Est-ce qu'il y a possibilité sur ton site justement de pouvoir commander des chaussures, de pouvoir… Bien sûr, bien sûr. Voilà. On fait aujourd'hui de la vente en e-commerce, donc vous allez sur le site de WizWedge et vous trouverez nos produits. Donc on peut les commander. Il y a la boutique bien évidemment, où on a pignon sur rue et on peut essayer les produits à Marseille. Ils sont vendus aussi sur le site de Decathlon. Donc voilà, on est dans une dynamique développement commercial et là aussi en 2023, beaucoup de choses devraient se passer et permettre à WizWedge d'exploser. Alors évidemment, on vous mettra le lien de WizWedge dans la bio, dans les commentaires, vous trouverez forcément pour commander vous aussi la chaussure qui vous correspond. Bon, merci Sonia, c'est gentil. Avec plaisir, encore une fois, j'aime interviewer des personnes de valeur, des personnes qui ont du cœur, comme moi. Je pense qu'on se relie avec des personnes qui nous ressemblent. J'ai assisté à ton anniversaire, je peux en témoigner. Tu peux en témoigner. C'était incroyable. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour sur son anniversaire. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai fêté mes 40 ans sur un yacht avec plus de 40 invités. Donc c'était vraiment magique. Donc merci d'avoir été là. Quelle fête. Quelle fête. Vous avez des vidéos pas mettre, vous pouvez les mettre dans l'interview? Non. Je suis sûr ça restera privé. Donc là, on va arriver à la fin de cette interview. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à vivre de leur passion ou qui ont justement des croyances limitantes qui les empêchent de vivre de leur passion ou qui les empêchent juste de passer le pas. Voilà. Si tu avais un conseil à leur donner, si tu avais un mot, une phrase à leur dire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, jamais lâcher les objectifs qu'on s'est fixés, bien s'entourer, croire en soi. C'est essentiel, c'est la base de tout, croire en son potentiel, jamais se laisser polluer par les doutes qui existent, parce que c'est forcément quelque chose qui fait partie du processus, et surtout les doutes qui vont être apportés par des personnes extérieures, il faut ne pas se laisser influencer, et bien s'entourer. J'en profite pour saluer ma petite équipe en ce moment, Dylan, Manoa, Maxime, avec qui on travaille tous les jours en ce moment chez moi. Je les cite parce que c'est là aussi une nouvelle aventure assez étonnante avec des jeunes. Moi, j'aime beaucoup travailler, j'ai toujours été dans l'intergénérationnel. Toi et moi, on fréquente plus ou moins les mêmes personnes et je vois arriver une jeunesse avec des états d'esprit différents. Et j'apprends beaucoup à leur côté. Vraiment. Des fois, j'ai même tort parce que je me positionne, tu vois, je pense comme l'élève, tu vois, alors que… tu as raison, c'est passionnant en fait. Moi, je dis, il faut toujours être maître et élève. On a toujours quelque chose à transmettre, mais on a toujours quelque chose à recevoir. Et il n'y a pas d'âge pour ça, vraiment. Exact. Donc, il faut toujours rester Bon, ça va, je vais élève. Continuer alors. Continue, tu as bien raison. On a toujours à apprendre, on a tous des talents, on a tous des dons, on a tous des capacités. On ne peut pas être doué dans tout. Par contre, on peut apprendre dans tout. Et ça, c'est important. On ne peut pas adhérer à tout. Attention. Moi, je dis toujours, ce n'est pas parce que j'entends et je comprends que j'adhère. Je comprends tout, mais je n'adhère pas à tout. Et voilà, donc quand tu dis « je suis trop élève », non, justement, il faut toujours être élève. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous permet de nous élever toujours un peu plus. Merci Benoît de ta présence. Merci Benoît pour cette interview. Merci à toi. C'est fini pour… aujourd'hui et je vous dis à très vite.